Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il n'a que 42 ans. Il s'appelle Abiy Ahmed et dirige le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique après le Nigeria, l'Éthiopie. 108 millions d'habitants. L'homme veut plus de démocratie pour son pays, plus de cohésion sociale et surtout une économie qui profite à tous les Éthiopiens. Mais qui est Abiy Ahmed et quelles sont les grandes réformes déjà à son actif? 3 Éthiopiens avec moi pour en parler. Professeur Kiflé Selassie, vous êtes philosophe, écrivain, ancien directeur du Fonds pour la culture de l'UNESCO. Vous avez écrit entre autres Le concept de l'Empire, publié aux éditions Presse universitaire de France. Vous avez écrit aussi Le consensus et la paix, où vous faites l'archéologie d'une certaine manière de la démocratie de certains pays, y compris européens. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, l'Éthiopie. C'est moi qui vous remercie. Loza Selechi, vous êtes analyste politique. Je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation pour parler du géant sous-régional qu'est l'Éthiopie. Et j'ai également avec moi Alès Mesmen. Vous êtes membre de la société civile éthiopienne. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Lorsqu'en avril 2018, il prend les rênes de l'Éthiopie, son pays était dans la tourmente, déchiré par 3 années de contestation et de répression. Mais très vite, le capitaine de l'armée est devenu Premier ministre, prend le contrôle du bateau éthiopien et semble offrir un nouveau départ à son pays. C'est un sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. Depuis plusieurs mois, l'Éthiopie connaît une série de réformes spectaculaires. Elle porte la signature d'un homme, Abiy Ahmed, le Premier ministre en poste depuis mars 2018. L'homme fait de la paix et de la stabilité de son pays le socle de sa gouvernance. Ces réformes sont à la fois d'ordre politique, institutionnel, économique, mais aussi géostratégique. Elles touchent à l'armée, au renforcement de l'état de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales. Mais elles visent également la pacification du pays et le renforcement de la cohésion nationale. Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères a d'ores et déjà signé un accord de paix avec le Front national de libération de l'Ogaden, un groupe rebelle de la région Somalie. C'est une dynamique qui est continue, qui est constante, et c'est à mettre à l'actif et au crédit du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a fait de la quiétude sociale à l'intérieur de l'Éthiopie comme à l'extérieur, c'est-à-dire l'Éthiopie et ses voisins, un marqueur essentiel de son magistère, de sa gouvernance et de la dynamique du pays sur le plan politique, social et économique. Ça va permettre aujourd'hui au gouvernement fédéral de pacifier et d'impulser un peu d'accalmie sociale et politique. Il est essentiel que le gouvernement pense également au-delà de l'inclusion sociale à l'inclusion territoriale. Alors que le pays est secoué depuis 3 ans par une contestation dans les régions d'Oromia et de Amhara, Abiy Ahmed a levé l'état d'urgence pour calmer les violences intercommunautaires et les attaques antigouvernementales. Il a libéré plusieurs prisonniers politiques, dont le chef du parti Gimbo 7. Le groupe des Amhara a été retiré de la liste des mouvements terroristes, de même que le Front national de libération de l'Ogaden. Il y a une bonne partie de l'Éthiopie ici qui souffre d'une crise économique exacerbée. Donc, ce qui fait que l'émergence des factions rebelles, qui a d'abord conduit à la signature d'un certain nombre d'accords de paix, amène à dire que les réformes engagées par le Premier ministre éthiopien peuvent tenir. Qui est seulement si tous les décideurs politiques d'ici l'accompagnent dans cette lourde mission qu'il a engagée. Il est question ici aujourd'hui de reconfigurer, en fait, de former une Éthiopie nouvelle où tout le monde peut apporter sa contribution. Donc la constitution aujourd'hui qui est touchée, qui est la loi fondamentale d'un pays, le quadriller permet à tout le monde de participer dans la vie politique. Sur le plan économique, Abiy Ahmed a annoncé l'ouverture des grandes entreprises au secteur privé, dont la compagnie Ethiopian Airlines. Il a signé un accord avec l'Égypte et le Soudan pour l'achèvement du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil bleu. La dernière nouveauté en Éthiopie reste la place des femmes dans l'appareil étatique. Dans la dynamique des réformes et sous l'impulsion du Premier ministre, Sahle-Work Zewde a été élue présidente de la République fédérale et les ministères de la paix et de la défense sont dirigés par des femmes dans un gouvernement où elles sont fortement représentées.
Professeur Selassie, avant de parler des réformes du Premier ministre éthiopien, parlons d'abord de l'homme qui visiblement fait l'unanimité dans votre pays, et l'Éthiopie, de pères musulmans, de mères chrétiennes. Il est lui-même chrétien, il est lui-même évangélique, il parle les 3 principales langues de votre pays. On va dire quoi? C'est le condensé parfait, le résumé parfait de ce qu'est l'Éthiopie aujourd'hui? Il est le résumé parfait de ce qu'est l'Éthiopie de tout temps. D'accord. Cette sorte de synthèse où la génération de nos parents avait tendance à parler 3, 4, 5, 6 langues du pays. Parce que c'est un pays où il y a 84 langues. C'est cela. Les 2 grandes religions, plus les Felacha, c'est-à-dire le judaïsme aussi, oui. Parce que l'Éthiopie avait accueilli le... Oui, il y a des juifs éthiopiens, effectivement. Voilà. Et donc, il est la synthèse d'un produit de ce peuple. Tout le monde se reconnaît en lui, aujourd'hui. Oui, il se reconnaît facilement en lui parce que, bon, voilà un homme qui s'appelle Abiy Ahmed. Abiy, c'est plutôt chrétien. Ça veut dire prophète. Ahmed, c'est plutôt musulman. Si vous voulez qu'on aille plus loin, il s'appelle même Abiy Ahmed Ali. Et vous l'avez dit, il est de père musulman, mais de mère éthiopienne. Et son épouse. Bref, la plupart des Éthiopiens, c'est ça qu'il faut que nous passions passer. La simplification en termes Oromo, Amara, etc., ce n'est pas ça l'Éthiopie. Il y a eu un tel mélange entre nous que finalement, personne ne peut prétendre d'être un pur Amara ou un pur Oromo. Alors, madame, là on vient maintenant aux réformes. Il appartient à la coalition, d'une certaine manière, qui a dirigé le pays depuis 1991. Comment a-t-il pu réussir à se poser en réformateur alors même qu'il devrait être comptable des échecs de la coalition à laquelle il appartient? Je pense que c'est un processus qui s'inscrit quand même dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 3 ou 4 ans, dans le sens où, essentiellement en 2005, suivant des élections qui ont été plus ou moins démocratiques au début, il y a quand même eu beaucoup de groupes opposants qui se sont présentés, qui avaient l'air solides et qui étaient crédibles auprès de la population. Une fois que cette élection n'a pas donné le résultat escompté ou que les résultats n'ont pas été respectés, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il serait difficile de changer le régime de l'extérieur. Et je pense que sa démarche est tout à fait logique, quelque part la plus intelligente, parce qu'il vaut mieux changer de l'intérieur, je pense, le parti qui tient le pouvoir que de l'attaquer de l'extérieur. Donc, au fond, on va dire l'homme est un stratège finalement. Il aura réussi, en tout cas grâce notamment à une forme de maturité politique, à prendre de la hauteur par rapport justement à la coalition, en tout cas aux échecs de la coalition à laquelle il appartient. Vous pouvez dire prendre de la hauteur d'une certaine partie, d'une certaine manière, mais également il y a le fait qu'il représente aussi une partie importante dans cette coalition. Je ne pense pas que tout le monde était d'accord avec la manière de gouverner jusque-là, et il a su s'appuyer sur cette majorité silencieuse, j'aimerais dire, pour asseoir son pouvoir par la suite. Alors, très rapidement. Voilà, pour ajouter que lui, le moment quand il a pris le pouvoir, l'Éthiopie, elle était au bord de l'explosion. C'est vrai. Bon, cette explosion a été à l'origine de ce fédéralisme absurde de diviser le pays sous le clan, l'ethnie, etc. Oui. Nous avons perdu ces 3 décennies ce qui était l'identité éthiopienne. C'est-à-dire, un citoyen, il s'affirmait avant tout par l'origine ethnique et non pas en tant qu'Éthiopien. Donc Abiy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à l'écoute, à l'observation, qu'est-ce que la population, il cherchait, qu'est-ce qui lui manquait? Cet éthiopianisme, si vous voulez, il ressuscité cette chose, cette identité nationale qui était en voie de disparition, on peut dire. Parce que l'appartenance à une même nation. À une nation, comme il vient de dire le professeur, c'est que le métissage en Éthiopie, que ce soit d'un ethnie à un autre, d'une religion à un autre, ça faisait partie de notre tradition. Nous, on s'identifiait tout simplement par je suis de quelle région, sans s'identifier par l'appartenance ethnique ou religieuse au départ. Donc Abiy, il a amené cette idée d'intelligence, disons qu'est-ce que la population y cherchait depuis toujours. Nous sommes avant tout Éthiopiens, un seul peuple, une seule nation. C'est ça qui a remobilisé la population qui était désespérée, qui était presque en voie de déflagration, quoi, si vous voulez, l'Éthiopie entière. De déflagration qui était au bord de la déflagration sociale. Et dites-vous, professeur Selassie, je l'ai dit, l'Éthiopie c'est 108 millions d'habitants, 75% de la population éthiopienne au moins de 25 ans. Il avait 41 ans quand il était nommé Premier ministre
ministre, la jeunesse éthiopienne se reconnaît en lui très vite. Il décide de réformer d'abord l'armée, l'appareil sécuritaire. Il y a eu plusieurs révocations. Il nomme des responsables clés à la tête des services de sécurité et il demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. D'où lui vient cette forte maturité politique et cette intuition à penser qu'il faut commencer par là, par renforcer les libertés fondamentales? Mes deux amis ont dit l'essentiel. Oui. Et vous-même, quand vous avez lancé l'émission, vous avez dit que c'est un pays qui est en plein essor économique, mais contrairement à ce que l'on peut penser, et c'est vrai partout d'ailleurs, l'inégalité ne fait que se creuser. Donc au fil du temps, à la lumière de ce que mes deux amis ont dit, d'une part, il y avait ce clivage artificiel entre les différentes ethnies de votre pays, que le régime précédent avait systématiquement installé et instrumentalisé. Voilà, instrumentalisé, là même où il y avait un immense métissage. Hein, et c'est même systématisé de manière régulière. Ils me confirmeront que, par exemple, dans un mariage, en Éthiopie, vous êtes obligé d'avoir une consanguinité qui remonte à 7 générations en arrière. C'est-à-dire, pour vous marier, il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit 7 générations en arrière. En d'autres termes, il faut que vous connaissiez d'abord votre génération, la génération de votre épouse, pour aller chercher femme dans une région qui soit un peu plus longue, en façon l'unité. Mon propre grand-père était marié à 8 femmes différentes, de différentes régions. Il était un gouverneur sous Ménélique, économique d'ailleurs, ministre des Finances de Ménélique. Il s'est marié avec 8 femmes différentes. Et de chacune d'elles, il a eu des enfants. Et ces enfants étaient traités de manière égale. En d'autres termes, ce rapprochement qui existait entre nous a été fracassé par le nouveau régime. Cela dit, ce n'est pas suffisant. Ce qui a aggravé la situation, c'est les inégalités qui se creusent de plus en plus. Qui se sont creusées depuis des décennies. Voilà, ceux qui se sont accaparés du pouvoir et ont voulu instrumentaliser le pouvoir à leur propre profit uniquement. La corruption qui est un peu partout, bien sûr. Non seulement en Afrique, dans les autres régions. Je pense qu'on a tendance à trop se taper nous-mêmes. Mais je pense que ça, c'est un discours qui a passé. Et pourtant, lui-même, il est du parti dominant. Et par conséquent, il faut aussi reconnaître, c'est trop facile de lancer la pierre sur un pouvoir qui n'est plus là. Bien sûr. Mais le développement économique, quel qu'ait été par ailleurs ses défauts, a été assuré par Méles après l'élection de 2005. Parce qu'à l'élection de 2005, ils se sont rendus compte qu'ils avaient en réalité perdu. Donc ils se sont maintenus par la force. C'est ça. Et Méles a eu l'intelligence politique de dire, tiens, les gens qui étaient autour de moi me racontaient des histoires, le peuple éthiopien n'était pas... Le peuple est en colère, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a un fossé entre le pouvoir politique et le peuple. Et l'intelligence politique qu'il a eue, sur le plan économique, c'est, je vais donc commencer à me réconcilier les paysans éthiopiens. Donc il a retourné, si vous voulez, l'effort du pays vers la satisfaction des besoins des paysans. Madame, l'homme n'est pas que pour le renforcement de la démocratie, des libertés, il est aussi pour la parité. Ce 16 octobre, il forme un gouvernement de 20 ministres, il y a 10 hommes et 10 femmes. Mieux, il confie des postes régaliens à des femmes. Aïcha Mohamed est aujourd'hui la ministre de la Défense. Les militaires éthiopiens sont aujourd'hui sous le commandement d'une femme. Mieux, il confie le ministère de la Paix, c'est-à-dire celui qui coiffe les services de police et le service de renseignement, à une femme. Comment, vous, en tant que femme éthiopienne, vous accueillez cette réforme profonde du Premier ministre Abiy Ahmed? Je pense qu'il a d'abord nommé des gens qui étaient très compétents avant d'être homme ou femme. On est d'accord, tout à fait d'accord. Compétentes dans ce qu'elles font, notamment la présidente qui est je pense, la diplomate qui a servi le plus longtemps en Afrique. Donc voilà. Au-delà de ça, bon, ce n'est pas pour faire un cours d'histoire, mais il y a quand même de grandes figures féminines dans l'histoire éthiopienne. Nous avons eu des reines, ce n'est pas un combat tel que vous pourrez le concevoir dans des pays du Maghreb ou autres. Il y a quand même une meilleure égalité, je pense, en Éthiopie par rapport à d'autres pays d'Afrique. Cependant, je trouve qu'il a compris quelque chose, c'est qu'il faut nous-mêmes être à un certain niveau si nous voulons demander que d'autres
fasse des efforts, voilà. Donc, si nous voulons nous représenter en tant qu'une nation indépendante et importante dans la région, notamment dans le Il faut donner le bon exemple. Il faut donner le bon exemple. Et je pense que c'est quelque chose de très facile à faire, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont très compétents. Un analyste politique nous disait, professeur, ce lundi 29 octobre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le président français, il dit « Ce jeune homme donne des leçons aux démocraties occidentales. Il fait des choses que jamais personne n'a réussi à faire en Occident. » La question, pour revenir en Éthiopie, professeur, c'est comment la société éthiopienne accueille ces réformes. Est-ce qu'il va trop loin, comme le disent certains, ou bien il est totalement en phase avec la sociologie éthiopienne actuelle? Je suis profondément convaincu qu'il est en phase avec la sociologie politique, non seulement éthiopienne, mais africaine. Parce que la plupart des pays africains, c'est des jeunes qui sont l'écrasante majorité. Quand le président Macron est allé au Burkina et qu'il a parlé à ces jeunes, cet exemple-là était énormément bien perçu par la plupart des pays africains. La manière avec laquelle ça a été rendu compte en France, c'est une autre histoire, mais voilà un jeune président, lui aussi Macron, qui discute avec des jeunes. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais revenir à ce qu'il vous a dit tout à l'heure. L'événement des femmes en Éthiopie, bon, nous sommes le pays de la reine de Saba. Absolument. Bon. Vous faites bien de le rappeler. Et non seulement la reine de Saba, mais avant Haile Selassie, il y avait l'impératrice Zewditu. C'est la fille de Ménélique. Oui. Si on remonte à Ménélique lui-même, les Éthiopiens accordent autant d'importance à Ménélique qu'à son épouse, Taïtou. Le premier hôtel en Éthiopie s'appelle Taïtou. Et à la bataille d'Adwa, les femmes éthiopiennes ont toujours accompagné les guerriers. Et dans la résistance, la place des femmes a été considérable. Pas seulement en Éthiopie. Bon. Moi, ce qui me saute aux yeux quand je vois son parcours, c'est qu'il y a une unité culturelle de l'Afrique. Certes, beaucoup de nos pays ont pu être colonisés, mais il y a eu des résistances à cette colonisation. Oui, et à l'avant-garde de cette résistance, il y a toujours eu les Amazones, après tous ces... Oui, au Dahomey. Voilà, dans l'ancien Dahomey. Tout à fait. Et donc, on a tendance à, quand on est en Europe, de voir les femmes comme étant dominées. Vous le connaissez mieux que nous, probablement, dans la plupart de nos pays. L'économie africaine... Elle est tenue, effectivement, par les femmes. Hein. Tout à fait. Évidemment. Ils vendent les petits produits qu'il y a, les épices, les tomates, etc., pour apporter un peu de sous, nourrir la famille. L'économie réelle est détenue par les femmes. Au fond, si vous voulez, le Premier ministre éthiopien ne fait que rendre visible ce qui est déjà une réalité quotidienne en Afrique, et pas seulement en Éthiopie. En Afrique, de ce point de vue, c'est un exemple véritable qu'il est en train de donner aux autres pays du continent. Mesfen, vous qui êtes, de la société civile. L'Éthiopie, elle a commencé à donner des exemples depuis une éternité, c'est-à-dire l'indépendance, la bataille d'Adwa, etc. La victoire d'Adwa, on l'appelait non pas la victoire de l'Éthiopie, mais la victoire de toute l'Afrique entière. Mais tout récemment, par contre, en Éthiopie, ce qui a été un exemple pour l'ensemble des Africains, j'étais sur votre plateau au moment de la démission de Salaigne. Je disais que c'était la première fois dans l'histoire africaine, un homme au pouvoir, il disait « Je n'arrive pas à gérer le pays, je n'arrive pas à digérer, résoudre les tensions, je m'en vais pour laisser place, pour laisser la chance à la paix. » Contrairement à beaucoup de dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir 30 ans, 40 ans. Donc maintenant, dans la suite, qu'est-ce qu'il a fait, Abiy? C'est vrai, il a eu une telle popularité, un tel soutien de la population qu'aucun dirigeant éthiopien n'a eu dans l'histoire de l'Éthiopie. Il est pratiquement 70-80% de la population, il est à ses côtés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, au moment de l'ascension au pouvoir, il a déclaré, mot par mot, comme quoi ses prédécesseurs, dans les coalitions qu'il appartenait, nous avons commis d'atrocités, nous avons commis des erreurs, nos façons de diriger le pays n'étaient pas le bon. Il a admis comme quoi le système ne servait pas à l'État éthiopien ou à la population sur le long, moyen, court terme. À la grande majorité des Éthiopiens. La raison pour laquelle, c'est quoi la raison? La raison, tout d'abord, c'est cette constitution qui était la base pratiquement de la destruction de l'Éthiopie qui a été instaurée depuis 1991. Moi, les réformes qu'il a entamées, qu'il nomme de femmes, qu'il voit la démocratie, la justice, c'est bien tout cela. Oui. Mais ça risque de devenir un problème chronique
si on ne s'attaque pas à la racine elle-même, c'est-à-dire la Constitution, et vous pensez qu'il faut une réforme constitutionnelle profonde. Même vous avez posé la question tout à l'heure au professeur, comment était la sociologie éthiopienne. Dans votre deuxième sujet que vous avez lancé sûrement, le conflit interethnique, etc., en Éthiopie actuellement, c'est dû à cette Constitution. Vous pensez que le nœud est justement au niveau s'il réforme cela, s'il a fait appel à des juristes, à des historiens, à la population entière, puis une nouvelle Constitution en Éthiopie, à ce moment-là, on aura fait un pas. La question de la cohésion sociale, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Je rappelle, vous avez bien fait de le rappeler, que les femmes qui sont nommées au poste que j'ai considéré comme étant stratégiques sont d'abord des femmes compétentes. Et je profite justement pour rappeler que la présidente, celle qui est aujourd'hui la présidente de la République fédérale de l'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde, n'est pas n'importe qui, c'est une diplomate chevronnée. Elle était en poste à Paris, mais à Dakar, mais aussi à Djibouti. Donc c'est une femme de compétence qui vient d'être élue présidente de la République, 4e femme donc du continent, après Ellen Johnson Sirleaf et Joyce Banda et beaucoup d'autres. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.